Bienvenue à tous, heureux de vous retrouver ici en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle pour une émission spéciale. Ensemble, nous allons sillonner les plus belles mers du monde. Nous allons vous présenter des navigateurs hors du commun. Ils nous feront partager leurs rêves, leurs passions, leur expérience ainsi que leurs projets aussi. Une émission que j'ai cette année encore le plaisir de présenter avec ma consoeur du magazine Thalassa, Véronique Weber. Bonjour Véronique. Bonjour Pascal. Alors ce matin, nous allons tout particulièrement nous intéresser à ceux qui choisissent de vivre l'aventure avec un grand A, ceux qui prennent les chemins de traverse pour vivre leurs rêves. Alors à quoi ressemblent ces aventuriers des temps modernes? Je crois qu'on a la chance d'en avoir avec nous ce matin sur notre plateau, Pascal. Absolument. Alors honneur au Benjamin de ce plateau, Corentin de Châtel-Perron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ingénieur de formation, vous êtes un passionné de mer, c'est le moins que l'on puisse dire, on verra pourquoi tout à l'heure. Vous êtes aussi l'inventeur de l'un des tout premiers bateaux éco-responsables. Juste à côté de vous, Roland Jourdain, bonjour. Bonjour. On ne vous présente plus, tous les passionnés de voile vous connaissent, les autres aussi. Skipper, vainqueur entre autres à 2 reprises de la Route du Rhum, c'était en 2006 et 2010. Vous êtes également à la tête d'une entreprise de développement de biomatériaux. Et puis juste à côté de vous, Didier Beauchesne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes un ancien chef d'entreprise, aujourd'hui à la retraite, vous vivez dans la région rochelaise et vous et votre épouse, vous êtes 2 vrais dingues de voile et de voyage, c'est ce que nous verrons également tout à l'heure. Alors Corentin, on revient vers vous. Donc manifestement le voyage, l'appel du grand large, c'est pas un vain mot pour vous. Vous êtes parti au Bangladesh à la fin de vos études et finalement vous y êtes resté beaucoup plus longtemps que ce que vous imaginiez au départ. Oui, je suis parti à la base en 2009 et je pensais y rester 1 an pour aider Yves Marc, un Français qui montait son chantier naval à l'époque au Bangladesh. Et j'y connaissais pas grand chose en voile et au final j'y suis resté plus de 4 ans et puis j'ai fait 1 an de navigation entre temps. Alors 1 an de navigation et puis des beaux projets sur place puisque vous avez commencé à travailler sur des concepts bien particuliers. Ben oui, en fait, au Bangladesh, j'habitais entre un chantier naval qui utilisait de la fibre de verre et une usine de fabrication de sacs en toile de jute. Et c'est ça qui a créé tout un projet sur lequel je travaille encore aujourd'hui. Un vaste projet puisque à l'issue de cette rencontre, à l'issue de ces travaux, vous avez mis au point un process qui pourrait bien faire école dans les années qui viennent. Ben oui, en fait, en observant qu'au Bangladesh, ils n'avaient plus beaucoup de bois et qu'ils commençaient à importer de la fibre de verre, et ben, je me suis dit que s'ils remplaçaient la fibre de verre, qui demande beaucoup d'énergie à la production, par de la fibre de jute, et ben, ça leur permettrait de développer leur industrie du jute, qui est en pleine décroissance en ce moment, alors que voilà, c'était une des premières économies du pays. Et puis, d'un point de vue écologique, ce serait intéressant. Et puis voilà, s'ils pouvaient en faire des bateaux pour remplacer leur bois et éviter d'importer un matériau, ce serait quand même avantageux pour eux sur plein d'aspects. Eh bien écoutez, sans plus tarder, on va voir tout de suite à quoi tout cela ressemble. Reportage. Un safran fatigué, des boutes et des voiles défraîchies, c'est le spectacle que propose Taratari au Grand Pavois. Ce bateau est le tout premier prototype fabriqué avec de la fibre de jute. C'est le résultat d'une bande d'ingénieurs qui militent pour une cause sociale et humanitaire. Avec l'association Gold of Bengal, on travaille au Bangladesh sur un matériau qui s'appelle la fibre de jute. C'est ce qui servait à faire les sacs à patates, les sacs de la Poste avant. Ça pousse quasiment qu'au Bangladesh. C'est voisin du chanvre, ça pousse dans le delta du Gange. Et c'est un savoir-faire qu'ils ont au Bangladesh depuis des décennies, c'est ce qui faisait leur richesse. Mais aujourd'hui, le Bangladesh, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Le marché du sac à patates s'est écroulé complètement. Et nous, on fait des recherches pour voir si on peut en intégrer dans la construction de bateaux. Ce jeune ingénieur de formation est allé durant 3 ans travailler sur un chantier naval au Bangladesh, le chantier Taratari. Il a très vite travaillé aussi sur l'intégration possible de la fibre de jute à la place de la fibre de verre, très utilisée dans l'industrie nautique. Pour cautionner son projet de lancement d'une filière de production, il a dessiné et réalisé une belle navigation dans le golfe du Bengale. Je suis parti naviguer 6 mois dans le golfe du Bengale avec ce bateau, avec des poules à l'arrière, une serre à l'avant, pour vivre une aventure d'autonomie avec des technologies simples qui peuvent être fabriquées partout. Le Taratari est à poste sur l'un des pontons du Grand Pavois, une très belle initiative que d'offrir au regard et à la réflexion des visiteurs, mais aussi des professionnels du nautisme, cette alternative utile au sursaut d'un pays en grande difficulté économique. Alors Corentin, super expérience. En fait, qu'est-ce que vous voulez tirer de tout ça en fait vous voulez faire quoi dans les prochaines années avec tout ça, avec cette somme d'expérience? Suite aux 3 ans de recherche qu'on a fait avec toute mon équipe sur la fibre de jute, on a pu prouver que c'était un matériau qui était résistant et qui pouvait être intéressant pour le Bangladesh. Et donc aujourd'hui,
Et on est en train de monter un partenariat avec un industriel du Bangladesh qui fait d'habitude de la toile de jute pour en faire des sacs, pour qu'il commence à faire le tissu de jute qu'on a inventé, pour qu'il le vende à des chantiers navals, à des fabricants de mobilier ou toute autre industrie où ils utilisent d'habitude de la fibre de verre. Et donc on espère comme ça, avec ce premier industriel qui s'implique dans ce nouveau marché, commencer à dynamiser l'industrie du jute et puis donner un espoir aux 40 millions de Bangladais qui vivent encore aujourd'hui directement ou indirectement de cette industrie-là. Voilà, super idée. Alors faire des bateaux écolos, c'est pas simplement la lubie d'un petit jeune. Roland Jourdain, rebonjour. Alors on connaît évidemment le skipper, l'aventurier du Vendée Globe. On connaît moins le patron d'entreprise qui réfléchit à tout ça, qui en fait c'est une vraie préoccupation en fait de la filière de construire plus écologique, de trouver des matériaux écologiques. Comment ça vous est venu cette idée ? Ça serait très long à raconter, mais pour faire court, le premier tour du monde que j'ai réalisé, c'était avec Eric Tabarly, c'était en 85, on était 18 sur un grand bateau de 25 mètres et on a mis quasi un an pour faire le tour. Alors on s'arrêtait un petit peu et puis mon dernier Vendée Globe, je mets moins de 3 mois tout seul à la voile. Donc il y a un truc, la planète s'est rétrécie entre temps, mais manque de peau, il y a de plus en plus de monde dessus. Et puis la planète c'est comme un bateau, hein. Il y a le stock de vivre, il y a le stock de bouffe et on sait tous qu'on arrive à en buter, donc il va falloir s'organiser pour gérer tout ça. Donc tout ça allié au sac plastique que j'ai pu rencontrer dans mes gouvernails ou y compris dans les 40e rugissants, je me suis dit bon allez, je vais arrêter de témoigner, on me pose toujours des questions, on va essayer. On est parti par passion dans ce domaine-là, ramasser de la fibre, de lin, de chanvre, de banane. On a rencontré Corentin aussi de Bonheur. Oui, vous êtes l'un des parrains du bateau de Corentin. Hein, ouais. Et on s'est lancés tous communément dans ces aventures. Donc on a notre Goualaz, le premier trimaran en lin qui est à côté de Gob, le bateau de Coco, là, ce bateau-là navigue depuis 1 an et demi aussi. Et donc pour expliquer un petit peu, en fait, les biomatériaux, c'est quoi concrètement L'idée de base, c'est simple, hein, c'est que la nature elle a tout inventé. Depuis quelques millénaires, les herbes tiennent debout, les arbres, toutes les structures mécaniques de collage, etc. existent dans la nature. Bon, le temps d'une petite génération rapide de pétrole et d'énergie facile, on a oublié tout ça. Ouais. Par contre, on a appris des choses. Et avec les technologies du 3e millénaire, on peut vraiment aujourd'hui réapprendre à travailler en harmonie avec la nature, avec l'intelligence. L'être humain garde quelques neurones qui sont bien placés quand même, pour faire des composites, des matériaux. Donc un bateau, c'est fait d'une toile de tissu et de résine qui rend tout ça solide. On y adjoint de la mousse pour faire de l'épaisseur, etc. On peut la remplacer par du liège ou du balsa. Alors juste le prochain Vendée Globe, vous allez le faire sur un bateau totalement écolo ? Non, parce qu'il faut bien cerner les choses. Je crois que les bateaux du Vendée Globe, tout le monde peut comprendre que c'est un peu comme la fusée Ariane ou autre. Hein. On est dans c'est des niches, hein, les bateaux de course. On est vraiment dans du très haut de gamme et très high-tech, c'est super pas confortable, je vous le conseille pas du tout, etc. Mais 95% des bateaux qui nous entourent là pourraient potentiellement être construits dans les matériaux dont on parle avec Coco. Eh ben, écoutez, c'est un beau message d'avenir. Alors tous les aventuriers sont forcément un petit peu préoccupés par le devenir de la planète. C'est le cas de France et Éric Brossier, de leurs 2 petites filles. Alors eux, ils habitent sur un bateau. La petite particularité, c'est que le bateau, il est coincé dans les glaces 9 mois de l'année. Alors c'est une famille extraordinaire. Leur mission est avant tout scientifique. Le papa part faire des relevés de la banquise tous les jours pour amener des données pour les scientifiques. Ce sont ainsi les premiers témoins en fait de l'évolution climatique. Je vous propose tout de suite de regarder ce sujet avec cette famille totalement extraordinaire. Grand Nord canadien. Un paysage plus grand que nature. Entre les montagnes, l'océan s'est figé dans les glaces. Mais sur cette banquise, il y a un petit voilier qui passe l'hiver. C'est le Vagabond. Attention Aurore, il ne faut pas faire bouger la nappe, parce que si tu fais trop bouger la nappe, les fusils vont tomber par terre avec un gros bruit effrayant. Ce matin, c'est atelier chasse pour maman et atelier peinture pour les enfants. C'est pas toi qui décide, c'est ma peinture. Du noir, t'es en train d'en prendre. Il y a une famille à bord du Vagabond. Léonie, 2 ans, et Aurore, 5 ans, sa grande sœur.
Eric, le papa, qui envoie des relevés scientifiques ce matin. Et France, qui se prépare pour la chasse. Le phoque, c'est bon, je pointe le fusil en bonne position d'abord. Et après, il suffit d'approcher l'épaule pour bien se caler, tirer et pas se faire mal. Mais Léonie. Et puis après, ouais non, un ours c'est gros, donc s'il faut tirer sur un ours de près, je pense pas que je louperai. La famille est venue passer l'hiver ici. Elle a navigué jusqu'au fjord et s'est laissée prendre par les glaces. Léonie, tu mets les choses sur la table? C'était en septembre, le début de l'hiver. Aujourd'hui, nous sommes en mai, c'est le printemps. Mais il fait quand même moins 10 dehors. Ici, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 60 degrés. Et pourtant, c'est le terrain de jeu des enfants. T'as peur de tomber? Oui. Non, tu peux chanter tranquille. Pour moi, il n'y a pas de folie à venir vivre ici avec 2 enfants, même jeunes. Parce que d'abord, on n'y est pas été, on vient pas là sans expérience. On a 5 ans d'expérience au Spitzberg, Léonie y est née. C'est plus fou de naviguer en haute mer avec des enfants, c'est bien plus dangereux que de rester sur une banquise avec des enfants. Alors Roland Jourdain, vous voyez, vous, comme ça, passer 6 mois coincé dans la glace? Ah bah je me suis vu parce que Eric et France sont des copains et j'ai eu la grande chance d'atterrir un jour au Spitzberg dans leur première expédition là où ils étaient. C'est la première fois que je voyais un bateau immobile dans une mer de glace et Léonie, donc qui est l'aînée, avait 3 semaines. Je me suis dit mais ils sont complètement tarés, c'est pas possible. Et en fait c'est des gens qui sont incroyables, incroyablement en harmonie avec l'élément qu'ils ont apprivoisé quoi. Vous avez passé les 6 mois avec eux? Ben, il faudrait pas me pousser trop, mais dans le cadre de notre fonds de dotation Explore, on a plusieurs projets qu'on épaule, dont le WILD, l'expédition Under the Pole, qui est au Groenland là pour 2 ans. Donc ils sont de l'autre côté de la rive en fait, puisque France et Eric sont côté Canada, et ils sont là-bas. Moi, ça me fascine. Hein. Pour l'instant, moi, je préférais m'écarter des icebergs, mais dans un autre cadre, c'est sympa de s'en approcher. Peut-être. Didier Beauchesne, vous, ça vous dit le grand froid comme ça? Après avoir goûté le Grand Sud, déjà, l'Antarctique. C'est un rêve que je suis en train d'essayer de construire pour dans 2 ans, j'espère. En tout cas que j'arriverai. Parce que véritablement, une fois qu'on a expérimenté les mers chaudes, on est fatalement tenté par le grand froid, le Grand Nord. C'est un ensemble. On sait que dans le Grand Nord, en tout cas, la vie est tellement précieuse qu'on l'apprécie encore plus et on la respecte. Et c'est ça la belle leçon du Nord et du Sud. Alors Didier, on va tenter de vous découvrir un petit peu. Vous avez, vous, franchi le pas, vous avez fait ce dont tout le monde rêve. Sitôt la retraite sonnée, vous avez largué les amarres pour partir faire un tour du monde à durée indéterminée. Et ça fait 10 ans que ça dure. Je vous propose de regarder tout ça en images. On se retrouve juste après. La mer d'Andaman baigne l'ouest de la Thaïlande, au large de Phuket. Un décor spectaculaire et des eaux poissonneuses sous un climat tropical. C'est ici que naviguent Chantal et Didier, les retraités de l'île de Ré. Ils ont repris leur bateau et leur tour du monde. Didier, c'est celle-ci pour étarquer? Pardon? C'est celle-ci ou pas? Vas-y encore. Si tu peux, vas-y. Non mais c'est la bonne? Quelques mètres carrés seulement pour respirer à 2. Il faut aussi apprendre à s'éviter. Pas le couvert, oh là là. Chantal et Didier, des touristes presque comme les autres. On prétend pas être des touristes comme les autres, mais quand il y a un truc touristique qu'on va comme un voir, ça serait trop couillon de passer à côté aussi. 2 pitons rocheux et une plage minuscule entre les deux. Pour la carte marine, c'est Koh Tapu, mais tout le monde l'appelle l'île de James Bond. C'est ici qu'a été tourné L'homme au pistolet d'or. Un petit tour, et puis s'en vont.
le voyage reprend. Cela fait déjà 6 ans que Chantal et Didier inventent leur route. 6 ans et plus de 70 000 km, presque 2 fois le tour de la Terre. Pourquoi ce choix de vie? Parce que c'était une passion pour Didier, c'était un vrai choix d'enfant de Didier d'y arriver. Et du coup, je l'ai suivi et avec plaisir et j'y ai trouvé une place. Tant qu'on peut encore naviguer, qu'on a encore le physique, le moral, l'envie de naviguer, je ne sais pas ce qui nous arrêterait dans ce voyage. Pourvu que ça dure. Alors ça fait envie, hein, évidemment. Comment vous avez en fait fait ce choix? Parce que c'est bon, voilà, tout le monde a des fois envie d'une croisière. Là, carrément, pour vous, c'est un mode de vie. 10 mois de l'année, vous êtes marin et pas terrien. Oui, parce que quand on est mérien et quand on est terrien, terrien. Mais à part ça, c'est un choix délibéré. J'ai un mal fou quand je reviens à la Terre. J'ai un mal fou à me réintégrer. On est des électrons libres en mer. On est des hommes qui vivons pleinement, qui prenons de pleines responsabilités. On n'a pas besoin de retrouver dans une société des lois qui vous entourent, qui vous étouffent et qui fait des sociétés de gens un peu mous. Donc, je dirais. Oui, alors évidemment ça donne envie. Alors rassurez-nous, il y a quand même des moments difficiles ou jamais? Ça arrive quand même. Oh, il arrive bien des trucs. Je peux vous citer par exemple sur l'Amazone, une anecdote. Sur l'Amazone, on avait fait 1000 milles à peu près. Et puis les gamins, quand ils vous voient arriver, ils arrivent avec leur pirogue. C'est extraordinaire pour eux, c'est une visite. Ils arrivent avec leur pirogue, mais aussi avec un pétard pour vous honorer. Le seul problème, c'est qu'un gamin à 1,50 m du bateau, le pétard, il est parti dans la tronche. Donc j'avais les yeux, je voyais plus, j'ai pas vu pendant 4 jours. Une côte tuméfiée, brûlée sur le thorax, le tympan pété. Et quand je suis rentré en France et qu'on a pris une radiographie de ma bouche, j'avais 3 dents éclatées et une fracture de la mâchoire. Donc c'était un peu violent et ça se passait sur l'Amazone. Mais bon, il y a des petits dispensaires, il y a des poudres de perlimpinpin, il y a la pharmacopée. On revient à l'écologie. Ouais. Et le huis clos à deux, parce que ça, évidemment, de l'extérieur, on voit le rêve, les plages, etc. Le huis clos à deux, ça se passe comment? Ça, c'est une vraie question, parce que partir en mer, c'est une chose. Partager tout ce temps, 10 mois de l'année, c'est long, avec son épouse, ensemble, dans un espace contraint, ça se vit comment? Sur 14 mètres. Hein. Je pense que Chantal l'a fort bien exprimé en disant qu'elle avait trouvé sa place. Et chacun trouve sa place. Ce qui est très étonnant, c'est que quand on est à terre, on s'engueule beaucoup plus. Et quand on est en mer, on trouve chacun sa bulle, chacun son esprit, chacun son plaisir et chacun son expression. Ce qui prouve bien qu'on a l'impression, et l'un et l'autre, de revivre. Alors qu'elle était plutôt une montagnarde au départ, mais elle a appris au cours des années à apprécier la mer. Bah voilà la solution pour la crise de couple, hein, partez en mer. Votre programme là pour les années à venir. Je mettrai une nuance quand même. Il faut vraiment être bien sûr de ce que l'on fait là, parce que de l'autre. Ça s'improvise. Non, ça s'improvise pas non plus. La frustration de l'équipière, c'est qu'il y a quand même à bord d'un bateau toujours une seule personne qui commande et qui prend les décisions. Or, quand on vit en couple, c'est un partage. Là, dans la manipulation du bateau, dans la navigation, c'est pas un partage. Et il y a une frustration de la part de l'autre, obligatoirement, qu'il faut compenser d'une manière ou d'une autre. Je ne dis pas seulement physiquement. Bien sûr. Alors, il y a quand même une question fondamentale hein, qui revient quand on vous écoute tous, vous qui parcourez les mers du globe, et la sécurité. Qu'est-ce qui se passe quand vous vous ouvrez la tête, quand vous vous cassez une jambe à bord du bateau? Racontez-nous, il y a des choses qui... Ouais, par exemple, Didier. L'exemple tout à l'heure, hein, déjà avec le pétard, là, sympa. Oui, mais autrement, on a fait tous des stages avec Magali Janter, avec le docteur Chauve, qui nous ont appris à nous recoudre, qui nous ont appris à se faire une prise de sang sur soi, etc. Alors il faut d'ailleurs se refaire une piqûre de rappel de temps en temps, parce que quand on ne le fait pas et qu'il n'y a pas d'accident, on a un peu tendance à devenir timoré ou timide. Et puis nous à bord, toute notre pharmacie, qui est extrêmement complète, est enregistrée au CHU de Toulouse, à Purpan Toulouse. Et Purpan Toulouse regroupe... C'est quoi Purpan Toulouse? Expliquez-nous. Ça parle aux marins, mais moi... Le CHU de Toulouse, c'est le CHU de Toulouse qui regroupe tous les gens qui partent en navigation, en expédition, en voyage, etc. et qui ont besoin d'une aide médicale. Vous pouvez toujours les contacter. Donc l'avantage de donner sa pharmacie complète au CHU, si vous arrive quelque chose, ils vont savoir exactement ce que vous avez en fonction du nom que vous avez et vont pouvoir donc vous assister beaucoup mieux.
Corentin, ça vous est arrivé une anecdote en mer, là où c'est compliqué, vous êtes seul et vous êtes malade? En fait, quand je suis parti du Bangladesh pour aller en France, j'avais pas vraiment une grosse expérience de la voile. Et du coup, je me suis renseigné sur tous les risques qu'avait un marin quand il partait au large. Et je me suis rendu compte que... Alors c'est un copain qui m'a dit... je sais plus, enfin c'est sûrement une donnée fausse, mais 80% des marins qu'on retrouve en mer ont la braguette ouverte. C'est qu'ils s'attachent pas à leur bateau et ils tombent. Le plus grand risque, effectivement, c'est ça. Vous confirmez, Roland Jourdain? Ouais, exactement, mais c'est la bonne formule, Coco a raison. Et c'est quand il fait beau qu'on se méfie pas. Voilà. Parce que non, Et du coup, j'ai pris une de mes résolutions, c'était de m'attacher en permanence au bateau, parce que je naviguais seul. Et c'est vrai que quand on tombe du bateau, le bateau part et puis on nage très lentement par rapport à la vitesse moyenne du bateau. Et en fait, en analysant tous les risques, on se rend compte que les grands marins, en fait, s'attachent pas forcément au bateau, par exemple, ou on regarde pas. Enfin, il y a des histoires d'habitude et puis des choses qui. Et un gros bobo. Bon, moi j'ai eu beaucoup de chance. Il faut dire que les statistiques aussi montrent que plus on est au large, moins il y a de problèmes. Grosso modo, le danger, il est plutôt entre 0 et 300 mètres du bord. Pourquoi ? De manière générale. Parce que c'est la force de l'habitude, parce qu'on prend son bateau comme on prend sa voiture sans mettre sa ceinture de sécurité, parce qu'on prend son annexe, etc. Et tous les bobos arrivent parce qu'on est pas loin de l'ambulance en fait. À partir, plus on est loin, plus on anticipe les choses et plus on réfléchit un peu, qu'on soit en course ou en croisière. On se dit de toute manière les secours arriveront pas, donc je vais peut-être faire attention. Donc l'anticipation, c'est la prévention, c'est quand même bien. Et après les gros bobos ça arrive, les derniers, on se rappelle de Yann Eliès dans le Vendée Globe 2008, le fémur, etc. Moi j'ai jamais eu de gros bobos. En plus j'ai eu des anecdotes marrantes, mais bon, je vais pas déballer mon catalogue médical. J'ai un souvenir de la Transat AG2R avec Jean Le Cam en 94 où on a gagné la course, mais à l'escale de Madère qui en avait une première étape, deuxième étape, je me casse le ménisque en tombant dans le bateau. Mais bon, fallait pas, enfin voilà, il fallait continuer. Donc j'ai fait une deuxième étape où j'étais plutôt collé à la barre et à pas bouger. Et Jean avait comme consigne de me donner des piqûres si ça s'aggravait. Mais connaissant mon bonhomme, jamais Jean il donnerait une piqûre à quelqu'un. Donc de toute façon j'étais en solo dans ma course en double là. Et en fait ça s'est très bien passé et à l'arrivée j'ai commencé à avoir mal une fois que le truc était fini. Donc ça on s'autorégule aussi. Alors justement, sachez qu'il y a des personnes qui pensent à vous lorsque vous êtes en mer, des aventuriers comme vous qui sillonnent les océans. C'est un véritable Saint-Bernard des mers. Il peut sauver donc des aventuriers en détresse si vous naviguez dans le golfe de Gascogne. Ce bateau est un navire hôpital espagnol. Bienvenue à bord du Juan de la Cosa. Chaque année, quand revient le mois de juin, plus de 600 bateaux traquent le thon au large du golfe de Gascogne. Ils suivent les bancs de Germont qui remontent vers le nord. C'est un des métiers les plus dangereux au monde. Mais en cas d'accident, ces pêcheurs sont à plus de 400 000 de la terre. Il leur faudrait 3-4 jours de navigation avant de regagner un port. À moins qu'ils n'aient la chance de croiser la route d'un Saint-Bernard des mers. Nous approchons des zones de pêche. Un premier groupe d'une quarantaine de bateaux apparaît sur le radar. Nous sommes à bord du Juan de la Cosa, un navire hôpital ultramoderne, unique au monde, capable de porter assistance quelle que soit la situation. Un véritable ange gardien pour ces pêcheurs. Il est à peine 11 h du matin et les interventions s'enchaînent. C'est le 4e, celui-là? Aujourd'hui oui, c'est ça. Si vous pouviez me laisser un petit bout de doigt, ça me suffirait. Non, le doigt, on va vous le laisser tout entier, vous inquiétez pas. Grand classique de la médecine à bord, un hameçon planté dans la main pour ce marin. Mais parfois, plus grave, ce sont les bras, les pieds, le visage ou les yeux qui sont touchés. On voit bien que l'hameçon n'a pas touché l'os. Pour l'enlever, il faut le tirer. Il a eu de la chance? Oui, si ça se plante dans l'articulation, c'est plus compliqué. Non, plus haut, plus haut. Plus bas. Plus bas, là c'est parfait. Plus bas, là c'est parfait. Quelques notes d'espoir pour des milliers de pêcheurs qui passent le plus clair de leur temps à côtoyer le danger. Une véritable révolution sur ces eaux de l'Atlantique Nord. Jusqu'en 2007,
Pas le moindre navire hôpital à l'horizon. Il fallait se débrouiller seul et serrer les dents. Alors Didier, qu'est-ce que ça vous inspire ce sujet? Effectivement, il y a des gens en mer, des médecins parfois qui peuvent secourir. Là, on parle de marins-pêcheurs. C'est une belle initiative. Je trouve que c'est une initiative exceptionnelle, c'est formidable. Sauf que quand on est dans l'océan Indien ou au milieu du Pacifique, il faut savoir qu'il n'y a pas toujours un bateau. Donc, vous vous êtes retrouvé, par exemple, dans des dispensaires au fin fond de l'Amazone. Où est-ce que vous êtes allé quand vous avez eu quelques soucis? Ben là, je suis allé dans ce dispensaire, oui, qui était une baraque sur pilotis. Le gars a attrapé un pot de crème. Il m'a mis une crème qui doit venir de l'Amazone pour cicatriser. Ça s'est bien passé. Et là, vous voulez repartir? Vous voulez c'est quoi votre programme concrètement? Comment votre vous me demandez programme. si je veux repartir? Ah bah oui, oui. Je vois, non, vous me demandez si je veux revenir ou si je veux continuer de partir et de naviguer? Non, la question c'est si vous voulez aller dans les glaces, et comment on se prépare en fait dans les glaces? Bien sûr, c'est un beau rêve et j'espère que je vais pouvoir le réaliser. Et comme je suis un petit peu têtu, généralement, j'essaie de mener mes rêves jusqu'au bout. C'est comme ça qu'on arrive à partir d'ailleurs. Des beaux rêves et ce sera le mot de la fin. Merci à vous tous d'avoir accepté notre invitation pour cette émission spéciale réalisée en direct ici depuis le Grand Pavois de La Rochelle. Merci à celles et à ceux qui nous ont aidés à la préparer et à la réaliser. Bonne visite si vous avez la chance de vous rendre au salon aujourd'hui. Nous, Véronique, on se retrouve cet après-midi pour un nouveau rendez-vous. Cette fois, c'est à 15h25 à bord d'un navire somptueux, vous verrez. Cette fois, il sera question des bateaux de rêve. Alors, bon appétit si vous vous apprêtez à passer à table et puis restez sur la 3. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Et merci à vous. Merci.